Et là, du coup, on va recevoir Amal Bentounsi et Yacine Benyetou. Sabrina, merci. Au revoir. Pour parler de toutes ces mobilisations autour de la lutte contre l'islamophobie. Avant, on a diffusé une vidéo cette semaine. Ah oui? Samir, oui, avec ma pomme. Ah ouais? Mais oui. Ah bon? Vidéo qui s'intitule Moi, je sais pas, Arrêt sur image et sionisme, quelle neutralité? J'en parle parce qu'elle a pas mal fait parler. Bien sûr. Tu l'as vu, toi? Bien sûr. Tu l'as vu? Il l'a pas vu. Est-ce que tu as lu Beaufait Barbare? On me dit j'avais rien, on me cache tout. Alors, c'est une vidéo d'une vingtaine de minutes, un peu sur le style de celle qu'on avait déjà fait avec Mediapart. On analyse les rapports de arrêt sur image à la Palestine, avec notamment une émission qui avait pas mal fait parler avec Nassira et des juifs de gauche, qui se disent de gauche, qui sont sionistes de gauche, et qui viennent parler d'antisémitisme. Et donc, elle a pas mal fait parler. Regardez-la, elle est très très documentée, très précise. Vous allez voir vraiment dans la précision comment Arrêt sur image traite cette question, parce qu'ils se sont prétendus neutres à un moment donné sur cette question. Et là, on voit bien que non. Donc, je spoil pas trop, mais il y a eu des réactions, notamment de Daniel Schiederman sur Twitter, et puis d'Élodie Safaris, très bonne journaliste d'ailleurs, d'Arrêt sur image, il a parlé de procès quand même, Daniel Schiederman. Bon, alors, de toute façon, on doit le recevoir bientôt. Il avait déjà été chez Wissam. Il nous avait déjà dit qu'il viendrait bientôt. Il avait accepté notre invitation. Donc, ce sera le moment de discuter de ça, de débattre de ça. Youssef? Tout à fait. Ce sera une bonne occasion, je pense. Oui, du débat. Oui, il en faut. Nous sommes tout à fait ouverts au débat libre et au débat sans a priori. Et je pense que ce serait une excellente chose. Voilà, ce serait une belle émission, je pense. On attend avec impatience de le recevoir sur le plateau. Et si lui veut nous inviter sur Arrêt sur image, Daniel, qu'il nous invite. Vous savez que moi, j'adore cette émission. Alors, elle existe, pour ceux qui ne savent pas, c'est une émission qui est ancienne, qui date des années 90. Ah, tout à fait. Et alors moi, petite, je regardais cette émission et j'ai adoré. J'étais fan de Daniel. Sur la 5, non? Sur la 5. Sur la 5, ouais. Et c'était une des rares émissions qui avait un regard critique sur les médias. À l'époque, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, il n'y avait pas YouTube. Donc je me souviens que je me suis pas mal éduquée là-dessus. Yacine, Salem. Tu es en direct, Yacine? Oui, tu es en direct. Salut, Amel. Oui, en direct là. Ah, pardon. Ouais, c'est la famille, ils arrivent comme ça. C'est cool, c'est chill. Donc tu mets où? Tu t'assois. C'est un mélange entre... Donc on est content de vous recevoir ce soir. C'est le Truman Show. C'est le loft. Ah oui, le Truman Show et le loft. Alors, ce soir, du coup, on a Amal Bentounsi à côté de Samir. Vous êtes content d'être là? Ah ouais, super. Voilà. Alors Amel, je te présente un petit peu. Donc toi, tu es la fondatrice de Urgence Notre Police Assassine. Tu es militante antiraciste, tu es militante contre les crimes policiers, militante de l'antiracisme politique. Tu as été aussi récemment candidate. Tu veux nous dire deux mots là-dessus? Oui, j'ai On t'entend? Est-ce qu'on entend là? Vas-y, c'est bon. On a entendu ce qu'elle a dit auparavant? Oui, oui. Ah, pardon. Oui, ça va. Donc, est-ce qu'on m'entend? Oui, ça va. C'est mieux. Oui, j'ai été candidate pour les législatives, donc où j'ai fait un score pour une première assez important. Et donc voilà, ça présage que du positif. Dans la ville de... Alors, dans la 6e circo. Ouais. Voilà, donc ça comprend 54 communes, donc avec une répartition, un découpage de droite, donc très difficile avec des petits villages, mais j'étais à 2500 voix près, donc voilà, face à Béatrice Rouleau qui était candidate pour le Front National, pour le Rassemblement.
Non, elle n'est pas élue encore, mais peut-être tu vas faire être promonitoire, on sait pas. Voilà, c'est ça, exactement. Et je suis aussi l'une des co-organisatrices avec Yessa Belkodja de la marche du 21 avril 2024 que vous avez, à laquelle vous avez participé et qui était un grand événement et une grande victoire politique. Donc je rappelle cette marche, la marche du 21 avril, donc contre l'islamophobie, contre les racismes et pour la protection de tous les enfants. Et d'ailleurs, on avait Darmanin à l'époque qui nous avait interdit cette marche. Et donc, on a été avec notre avocat devant le tribunal administratif qui nous a donné raison. Darmanin qui fait appel et on se retrouve devant le Conseil d'État et on gagne donc un bel arrêt qui date du 21 avril, donc symboliquement c'est très fort, puisque la date du 21 avril c'est aussi la date de la mort de mon frère Amin Allah yarhamou. Ouais, puis gagner devant Darmanin, contre Darmanin, c'est pas rien, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas rien. Pardon, je me permets de le dire, mais parce qu'il y a peut-être des gens qui vont voir cette vidéo qui ne connaissent pas, mais ton frère Amin Bentounsi, tué par la police en 2012. Qui a été tué. Il faut le rappeler, même si c'est pas agréable à dire et à entendre, mais il faut qu'on le laisse dans la mémoire. Qui a été tué par un policier, Damien Saboudjian, d'une balle dans le dos le 21 avril 2012. Et suite à ça, j'ai mené un combat contre l'impunité policière. C'est extraordinaire qu'on a suivi en direct au Parti des Indigènes de la République à l'époque. Hein. Exactement. Et je tiens à remercier tous les soutiens qui m'ont accompagnée depuis autant d'années. Qui sont devenus un peu la famille, quoi. Bien sûr, une famille voilà. autour de toi qui est prêt à bondir, qui est prête à se lever comme une seule femme ou comme un seul homme. Et vraiment, pour moi, c'est un grand honneur, un très très grand honneur d'être si près de toi. Merci, comme ça. Non, mais vraiment, parce que tu incarnes tout ce tout ce qui nous rend dignes. Tu incarnes tout ce qui nous rend dignes, c'est-à-dire qu'on prend des coups énormes. Et malgré ça, comme on dit, on est tombé 10 fois, on s'est relevé 11 fois. Et surtout, on va de l'avant. Et surtout, toujours dans l'amour. Moi, c'est ça qui m'impressionne beaucoup. Et dans la bienveillance. C'est ça qui m'impressionne beaucoup dans ce que tu es, dans ce que tu es, dans ce que tu fais. C'est que tu as pris des coups énormes. Voilà, Dieu en est témoin. Et toujours, tu reviens avec encore plus d'amour, j'ai l'impression. Et pour ça, merci et qu'Allah te bénisse vraiment, vraiment du fond du cœur. Amour et aussi détermination, puisque c'est important de le préciser aussi, ce policier a été condamné. Et c'est pas rien, parce que dans une république qui a l'habitude d'une très grande mansuétude, d'une très grande impunité, eh bien, je crois que c'était important de le dire, puisque c'est une des rares fois, malgré tout, où un crime policier a été condamné. Juste après la promulgation de la loi sur le refus d'obtempérer en 2017, donc entre le 6 et le 10 mars. Donc le 10 mars, la condamnation a été prononcée en deuxième instance à la Cour d'appel de Paris. Et donc ça a été une véritable victoire. On a brisé le plafond de verre, comme je l'ai rappelé à ce moment-là, et que c'était important, même s'il n'y a pas eu une condamnation de prison, mais de l'avoir traîné devant 2 cours d'assises et de lui demander de s'expliquer sur les faits. C'est déjà une belle victoire et que ça ouvre la voie à d'autres familles. Et d'ailleurs, d'autres familles ont pris le relais. Et aujourd'hui, à la limite, j'ai même plus besoin de parler de violence policière parce que tout le monde en parle. Donc, quelque part, c'est que le travail a été fait. C'était un travail énorme et on l'atteste. Hein, on l'a suivi. C'était une détermination de ta part absolument incroyable parce que, franchement, on n'aurait pas parié au départ, hein, tellement c'était un mur énorme, hein, cette histoire. Il a fallu reprendre tous les fils de cette histoire, convaincre, etc. Et je le dis franchement, c'était un travail énorme qu'Amal a mené. Hein. C'est vrai que j'étais animée
J'étais animée, j'avais une soif de justice, contrairement à ce que peuvent dire nos détracteurs qui me taxent d'être anti-police, mais c'est surtout lutter contre l'impunité policière et que sous prétexte que des policiers auraient un droit supérieur à un citoyen lambda, et moi c'est ce que je voulais en fait, je voulais qu'on pointe du doigt cette injustice et cette impunité. Et justement, pour parler tu parlais de la continuité, et juste pour dire un mot d'un mouvement qui s'appelle Stop aux violences d'État, oui. Qui est mené par la sœur Samia El Khalfaoui, qu'on embrasse très fort. Il y a eu un rassemblement il n'y a pas longtemps, le 25 avril, qui était la date anniversaire de son neveu Souhil El Khalfaoui, je pense que c'est son nom de famille aussi, qui a été tué par la police en août 2021. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas eu de procès, et on espère que prochainement, il y aura un procès pour pouvoir, juger ces policiers criminels, enfin la personne en tout cas qui a tiré. Et voilà, donc vous pouvez vraiment suivre ce mouvement qui mène beaucoup d'actions. Save, S-A-V-E, Stop aux violences d'État. Ils sont présents sur les réseaux et ils ont beaucoup de projets en cours, et notamment des projets qui visent à l'abrogation de l'article dont tu parlais, qui s'appelle l'article L435-1 du Code de sécurité publique, je crois que c'est ça, intérieur, excusez-moi maître. Et voilà, donc vraiment, donnez-leur de la force. Mais comme l'a dit Amal Bentounsi, c'est une continuité. Voilà, c'est comme dans l'antiracisme politique. Il y a eu le pire, il ne faut jamais oublier. Et après, il y a eu d'autres organisations. Et il ne faut pas oublier, entre guillemets, les anciens. Il y a toujours le pire. Voilà, il y a toujours le pire. Non, mais je veux dire, dans l'historicité. Ouais. Et ben là, c'est pareil. Comme tu dis, il y a une sorte de flambeau qui a été transmis de manière peut-être informelle, mais tout continue, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on est là. On est dans la transmission, et je vais faire le lien avec Yacine, la nouvelle génération qui aujourd'hui nous amène à organiser ensemble avec d'autres organisations antiracistes qui traitent de la question de l'islamophobie, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et je suis fière d'être accompagnée de Yacine, un futur politicien, un futur militant, élu, et voilà, et c'est ça qu'on aime, c'est de transmettre, parce que on y croit à la nouvelle génération, comme Yacine, comme Yanis, comme Louis, comme beaucoup d'autres jeunes qui s'engagent politiquement, et ça c'est important. Donc toi, tu es Yacine Benyetou, c'est ça? Oui. Vous êtes qui? C'est pas la première fois que tu viens d'ailleurs, je crois, à l'émission. PDH. Ouais, c'est la deuxième fois. Et donc toi, tu es membre de Red Jeune, c'est ça? C'est ça, je suis responsable de Red Jeune, ouais. Voilà, tu peux expliquer un peu. Alors, Red Jeune, c'est un collectif de jeunes de quartier, pour les jeunes de quartier, par les jeunes de quartier, donc principalement en région parisienne, et qui travaille sur différentes questions, principalement liées au racisme et au contrôle au faciès notamment. On a lancé beaucoup de campagnes sur ce sujet-là, et aujourd'hui, voilà, on travaille aussi sur d'autres questions, les questions de destruction des bâtiments, parce que on avait beaucoup de nos bâtiments à être détruits depuis de nombreuses années avec tout ce qui est rénovation urbaine et tout dans nos quartiers, et actuellement là, du coup, notamment l'ANRU, voilà, depuis les années 2000, et aujourd'hui on est là avec Amal en soutien à fond tout le temps. Enfin voilà, là c'est aussi un petit truc que je voulais dire moi plus personnellement, parce que Amal, elle m'a fait quand même une petite dédicace qui me touche, c'est que moi je viens pas du tout de ce milieu-là, du milieu militant, du milieu politique. Voilà, mes premières manifestations, c'est très très tard que je les ai faites, il y a quelques années de ça. Et moi, à 18 piges, je me rappelle que, voilà, elle le connaît, je suis relou, je vais redire l'anecdote, mais à 18 piges, j'étais chez le coiffeur avec mes potes, et j'écoutais Amal de Kerry James. Sans être engagé, sans rien, mais juste j'écoutais cette musique, et j'ai montré à mon pote, j'ai dit vas-y écoute, dinguerie le son, et je l'ai rencontré 3 ans après, et aujourd'hui voilà, j'organise une manifestation contre l'islamophobie avec elle, donc c'est pour dire voilà, écoutez Amal de Kerry James ce soir, peut-être que dans 2-3 ans vous organiserez des marches avec Amal Bentounsi, et voilà, donc la fierté elle est immense pour moi. Ouais. Alors justement, on voit le visuel à l'écran. Donc là, vous êtes là aujourd'hui pour quelque chose de particulier, un événement particulier, une marche, une mobilisation, une manifestation qui va se tenir donc dans quelques jours, le 11 mai.
Alors là, sur l'affiche, on ne voit pas où c'est. J'ai vu des gens qui se posaient la question. Pour l'instant, peut-être qu'on ne sait pas encore. L'important, c'est de savoir que le 11 mai, on doit être mobilisé là-dessus. Alors, le 11 mai, l'idée, c'est que ce soit un appel national, mais pour Paris. Du coup, on a mis un espèce de petit lien pour permettre à toute personne qui veut organiser la marche localement de pouvoir utiliser les visuels. Sinon, sur Paris, c'est à Place de la République à 14h jusqu'à Nation. Donc, tout le monde, pas que les musulmans, sont concernés par la question de l'islamophobie. Et c'est pour ça qu'on est là pour en parler ce soir. Oui, dans le petit texte que j'ai lu qui accompagne l'affiche, vous dites ce qui est arrivé à Boubacar, l'assassinat dont il a été la victime, c'est pas un accident, c'est pas un fait divers, hein, justement. Je pense justement c'est le risque, c'est d'en faire un fait divers et un fait unique, pour que ça s'inscrit dans une vague qu'on se prend depuis des dizaines d'années. Voilà, la loi de 2004 qui a été un moment fondateur de cette islamophobie. Et en fait, c'est quand même dingue. Enfin, il y a quand même le ministre de l'Intérieur qui a crié « Abat le voile » 3 semaines avant l'assassinat d'Aboubacar Cissé. Donc bien sûr, ça s'inscrit dans une continuité. Et je pense que l'idée de cette marche, c'est aussi plus jamais ça, quoi. C'est de mettre un cran d'arrêt. Oui, il n'y a absolument rien de fortuit. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'il a été plus ou moins... on a plus ou moins cherché à faire passer ça pour un fait divers. Hein. On a vu les atermoiements des hommes politiques qui ont commencé à tortiller, qui ont commencé à bégayer, n'est-ce pas? Je ne dirai rien. Tortiller, oui, comme un ver de terre, au bout d'un hameçon. Et quand le ver de terre est pris. Et effectivement, en tout cas... à chercher des explications, pourquoi on n'a pas contacté la famille, pourquoi la famille qui a même demandé à être reçue n'a pas été reçue, pourquoi, etc. Et c'est important de le dire. Pourquoi est-ce qu'on interpelle l'État? Parce que, et je refais le lien avec les violences policières, c'est que le policier qui tue, ou même le civil qui tue, comme dans le cas d'Aboubacar, ce n'est pas un matin, derrière ce crime, il y a effectivement, trop souvent, même pratiquement toujours, eh bien, un racisme structurel, un racisme d'État qui est là, qui est à l'œuvre. Et ça, on s'en est rendu compte. On peut vraiment mesurer le nombre d'agressions islamophobes ou de crimes policiers. Hein. On peut mettre ça directement en relation avec les mesures gouvernementales, avec les campagnes islamophobes. Il y a une corrélation directe. Ça veut dire que, effectivement, lorsqu'on crée l'ambiance du crime, hein, le crime se produit. Et voilà, le crime se produit. Ce qu'on appelle la scène de crime. Ben, la scène de crime, c'est l'État qui l'organise. La scène de tous ces crimes policiers, de tous ces crimes islamophobes, c'est l'État qui l'organise. Hein, derrière le revolver ou derrière comment, le couteau, là en l'occurrence, hein, ce qui a permis à l'assassin... ou derrière le feu, oui, des incendies. Oui, ou même peut-être moins dramatique, mais tout aussi terrible. Hein, les agressions verbales, les voiles arrachées, etc. Hein, derrière tout cela, eh bien, il y a tout un background, hein, et c'est l'État qui l'organise. Et ça pas uniquement en France, d'ailleurs, on s'en est rendu compte tout le temps, et depuis toujours. Tous les crimes racistes, tous les crimes comme ça, ont toujours un arrière-plan. Hein, et cet arrière-plan, eh bien, c'est la classe politique, enfin c'est l'État en tant que tel, relié très souvent évidemment par la classe politique, une certaine classe politique. Vous disiez qu'il faut que le Retailleau démissionne. Vous pointez directement la responsabilité et la complicité du gouvernement. Bah, en fait, après, il ne faudrait pas tomber aussi dans un écueil de penser que tout a commencé avec Retailleau, mais c'est vrai que le cap Retailleau, il est dingue dans l'atteinte à la dignité à toute la communauté musulmane. Constamment, depuis des semaines et des semaines, il en a fait son cheval de bataille. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on sait qu'il l'a fait aussi avec en tête le congrès des LR. Et que ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu quand même, au moment justement de l'attentat islamophobe, il n'a pas voulu se déplacer parce qu'il avait un congrès à assurer. Je me déporte à droite pour qu'on puisse te voir, parce qu'apparemment, je prends trop de place. C'est de la grosse. Vous n'avez pas dit que c'était gros quand même, avec attention. Être caché par Samir, c'est un honneur. Et
l'éclipse de Yassine quand même. Oui, surtout ne pas tomber dans ce piège qui nous est tendu à individualiser la question de l'islamophobie. Et parce que Aboubacar Cissé, paix à son âme, c'est la conséquence de cette islamophobie grandissante. C'est qu'à un moment donné, depuis 20 ans, que certains partis politiques, pour les nommer, les socialistes, ont voté des lois islamophobes. Donc ça, c'est important de le dire. Vous avez la droite républicaine qui, depuis des années, a cédé, a déroulé le tapis rouge à la parole raciste, islamophobe du Rassemblement national et du Front national à l'époque. Et aujourd'hui, c'est la continuité de tout ça, de 20 ans de discours politiques menés par des politiciens qui, avec la complicité de grands médias, donc si tout ça, ce n'est pas un projet politique, donc qui est fourvoyé derrière la laïcité, puisqu'aujourd'hui la laïcité, on en est arrivé à perdre même le principe même de la laïcité, qui est d'abord, il faut le rappeler, c'est le droit pour chacun de pouvoir exactement, de pouvoir avoir une religion, de pouvoir être libre d'exercer sa religion. Avec une neutralité de l'État, surtout. Exactement. Et aujourd'hui, on le voit bien depuis des décennies maintenant, toutes les lois qui sont légiférées au sein même du gouvernement, c'est pour pointer une cible. C'est un projet politique, c'est-à-dire qu'on pointe du doigt toujours les mêmes, les musulmans. Et ça, c'est pas anodin. Et ça devrait pas interpeller uniquement seulement les musulmans, mais toute la société dans son ensemble, parce qu'on l'a vu avec la loi sur le séparatisme, on l'a vu avec la loi sur le terrorisme. Ça touche tout le monde. C'est-à-dire que maintenant, il y a des députés qui sont poursuivis aussi pour apologie du terrorisme. Donc, ce qui ne vous touche pas un jour, vous touchera. Ce qui touche les musulmans aujourd'hui touchera l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, on essaye de nous faire passer pour des fous furieux, de dire qu'il n'existe pas d'islamophobie, il y a un véritable déni, mais ce déni qui se cache derrière ce déni, c'est la haine du musulman, c'est la haine des musulmans, et ça, il faut le dire. Donc c'est pour ça que j'invite le 11 mai tous les musulmans de France et de Navarre à venir... excusez-moi pour l'expression, mais à venir se mobiliser des hommages à Aboubacar. Et si vous avez envie que nous soutenir et place de la République jusqu'à Nation, mais ça ne concerne pas uniquement les musulmans. D'accord ? Il faut que toute la société, et c'est immédiatement une question politique. La question de l'islamophobie, si aujourd'hui, si on est dans un moment de bascule, il va y avoir un avant Aboubacar Cissé et un après Aboubacar Cissé. Si on ne prend pas la question aujourd'hui, si on ne se lève pas, si on ne va pas manifester, si dans les années à venir, la question de l'islamophobie n'est pas une question fondamentale, c'est qu'on n'a rien compris. Alors, comme disait Frantz Fanon, tendez l'oreille, quand on parle des juifs, c'est qu'on parle de vous. Cette expression, on pourrait l'utiliser aussi pour les musulmans. Tendez l'oreille, quand on parle des musulmans, c'est qu'on parle de vous. Yassine, tu voulais ajouter quelque chose ? En fait, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, sur la bascule qu'on est en train de vivre. En fait, moi, ce qui m'embêterait vraiment, c'est qu'après le 11 mai,
on retombe en fait dans un truc un peu voilà, l'islamophobie redeviendrait en fait une oppression parmi toutes les oppressions contre lesquelles on lutte, et que la gauche s'en saisirait quand ça devient un petit peu trop violent, quand Retailleau va un peu trop loin, mais que derrière, quand il y a des expulsions d'imams ou tout ça, la gauche reste fébrile dessus. Et je suis pas là pour taper sur qui que ce soit à gauche, voilà, entre Gage qui vient, qui s'amuse à République pour... L'enjeu, il est pas là pour moi. L'enjeu, tout de suite maintenant, c'est clairement de dire que si dans les 2 prochaines années, avec une présidentielle en 2027 qui arrive et qui, je pense, va être centralisée sur la question des musulmans, si dans les 2 prochaines années, l'ensemble de notre camp social, politique et même l'ensemble de la société française ne se réveille pas, on va vraiment droit dans le mur. Et c'est pour ça que quand Amal dit qu'il y a un avant et un après Boubacar Cissé, on y est en fait, on y est. Enfin, on a une émotion chez les musulmans, bien sûr, chez les arabes, chez les noirs qui sont musulmans, même dans les mosquées, on a vu. Maintenant, il faut transformer cette émotion, il faut la transformer en puissance politique, en quelque chose qui va faire qu'on est capable de se... C'est pour ça qu'il y a une grosse responsabilité du côté de la gauche. Vraiment, il y a une responsabilité historique du côté des partis politiques de gauche, de ceux qui sont en capacité de prendre le pouvoir. Il y a une responsabilité historique qui se joue maintenant et qui va se jouer dans les 2 prochaines années. Et il ne faut pas qu'on retombe dans un écueil après le 11 mai de traiter encore une fois l'islamophobie comme un fait de société qui est dérangeant une fois sur 2. Voilà, un racisme parmi d'autres. Qu'il y a un assassinat. Bien sûr. Pour oser dire qu'il y a une répression dans les mosquées, pour oser dire qu'on va chercher des imams ou des directeurs de mosquées pour les expulser parce qu'ils parlent de la Palestine, Samir. C'est pour ça que quand tu as dit, ce que tu viens de dire résonne très fort en moi, parce que franchement, la semaine dernière, je crois que on en a déjà parlé, puisque ça venait juste d'arriver, l'assassinat d'Aboubacar Cissé, et honnêtement, dans les jours qui suivent, je ne sais même pas si j'aurais été capable de verbaliser. En fait, tellement ma colère, ma frustration, ma colère était grande. Je pense, j'aurais eu beaucoup de mal à verbaliser là ce que je vais essayer de verbaliser, et je sens que l'émotion me gagne. Donc, pardon, je vais essayer de dire les choses que j'ai envie, les 2-3 choses que j'ai envie de dire. C'est que, en fait, j'ai eu envie de tweeter au bout de quelques jours. Il faut qu'un musulman soit mort pour que cette société prenne conscience de l'islamophobie, j'allais dire, endémique et profonde qui existe dans ce pays. On a été, avec d'autres, au soutien d'un homme qui s'appelle Abdourahmane Ridwan. Et lui, c'est pour moi une des victimes emblématiques de l'islamophobie d'État, en ce sens que c'est un homme qui est noir, qui est musulman, et qui a décidé de créer une mosquée et de l'administrer et de faire vivre une petite communauté musulmane dans son village de Pessac, en Gironde, on le voit. Et depuis 2015, cette mosquée, puis lui depuis 2020, la mosquée et lui-même ont été l'objet d'une répression féroce qui visait, à fermer cette mosquée, à faire fermer cette mosquée, ce qu'ils ne sont jamais arrivés à faire, et 2, à faire taire Monsieur Ridwan Abdourahmane, que je salue et que vraiment pour qui j'ai le plus profond respect, pour qui on a le plus profond respect, et à partir de 2020, donc, à criminaliser l'action politique d'Abdourahmane, et notamment contre l'islamophobie. Il a participé à la fameuse manifestation de novembre 2019 contre l'islamophobie, et c'est là qu'ont commencé véritablement ces problèmes, et point d'orgue de la répression qu'il a subie à partir du 7 octobre. Et le soutien à la Palestine, et là ça a été, j'allais dire l'action de trop, et tout ça, si vous voulez, mis bout à bout, ça aboutit à criminaliser des personnes et à vouloir les mettre hors d'état de nuire, d'accord ? Et ça permet aussi de stigmatiser une population, de dire ces personnes-là sont musulmanes, elles agissent ou elles administrent des mosquées, donc elles politisent les musulmans, en lien aussi avec le travail qui est fait notamment par la France insoumise, que certains ont accusé de parti de l'étranger, que d'autres appellent islamo-gauchiste, c'est pas moi qui l'invente. Et tout ça mis bout à bout crée un climat, crée, comme dirait M. Keppel, une islamophobie d'atmosphère.
Et du coup, monsieur X, monsieur Y ou madame Y, à un moment donné, se sont autorisés à insulter une femme voilée, à arracher un voile, à passer devant une mosquée, à déposer, je sais pas, des excréments ou une tête de cochon, à mettre des tags de haine, à être sur la toile, sur Twitter, à déverser de la haine contre les Noirs, les Arabes et les musulmans à longueur de journée. Arracher un voile, et force à toutes les sœurs, force aux hijabeuses, force aux sœurs qui veulent faire du sport, qui veulent aller à l'université, etc. On est ensemble. Et au bout de cet acharnement, de ce harcèlement quotidien que subit la population musulmane dans le monde occidental, parce que c'est au-delà de la France, eh ben, il y a un homme qui entre dans une mosquée et qui larde de coups de couteau, de 50 coups de couteau, un homme prosterné, pardon, un homme prosterné. Et aujourd'hui, je crois, ou hier, la procureure a osé dire que la question, je ne sais plus, de la motivation par rapport le caractère islamophobe n'était pas retenu. On voit bien j'allais dire que on voit que ce n'est qu'une marionnette et que justement ils ont peur parce qu'ils voient la mobilisation qui est en train de s'organiser. Mais bien évidemment, on ne dit pas que cette personne-là était un idéologue de l'islamophobie ou de la haine anti-musulman, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais en tout cas, on ne peut pas nier que l'acte qu'il a commis, il baigne dans ce climat d'islamophobie. Il a tenu des propos islamophobes. Je vais pas réitérer les propos puisque j'ai un énorme respect pour nos concitoyens musulmans. Mais il a tenu des propos islamophobes. Et ça, d'essayer de nous faire croire que le caractère islamophobe n'est pas retenu, je n'ose imaginer si ça avait été le contraire dans une synagogue ou dans une église. Et la question qu'on doit se poser aussi, c'est comment ça se fait qu'à chaque fois qu'un musulman est victime d'un acte de violence, comment ça se fait que les auteurs ont tous des problèmes psychiatriques? C'est quand même étonnant. Donc, je pense que nos concitoyens, qu'ils soient musulmans ou autres, ne sont pas dupes. Après, effectivement, il y a un climat de sidération après cet acte ignoble, parce que moi, la première, j'ai été tétanisée par cet acte et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il faut rappeler, il y a toutes ces lois islamophobes qui permettent à un gouvernement d'avoir une ingérence sur certaines mosquées sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Donc, il y a ces lois islamophobes, il y a la laïcité qu'on utilise à tout bout de champ pour justifier qu'on puisse insulter, stigmatiser les musulmans à longueur d'année. Donc, à un moment donné, il va falloir dire stop. Et moi, je demanderais à ce qu'on légifère sur le fait qu'on utilise le mot islam, qui est un message de paix, pour faire peur, pour dire islamiste. Je voudrais que ce mot n'existe plus, qu'on trouve un autre terme. Est-ce que quand des gens du Ku Klux Klan tuent des gens, on va parler de christianisme, ou est-ce que quand des gens tuent... Non, on utilise ce terme-là uniquement pour pointer du doigt les musulmans. Et ça, c'est pas anodin. C'est un projet politique. C'est un projet politique d'avoir la haine contre les musulmans. Donc le 11 mai, il faut qu'on soit nombreux dans la rue, que nos concitoyens musulmans, mais pas que, n'aient pas peur. N'aie pas peur de dire stop. Stop à l'islamophobie d'État, stop à l'islamophobie systémique. Et qu'on est avec eux et qu'on va mener ce combat et que la question de l'islamophobie, elle est fondamentale politiquement. Et ajoutons que la France est le seul pays à avoir cette attitude. Oui, alors est-ce que vous
Alors, excuse-moi, tu vas pouvoir finir parce que ça va relier complètement à ce que tu vas dire, je pense. 4 jours après donc l'assassinat d'Aboubacar, il a été à la radio et il a dit qu'il regrettait pas d'avoir dit à bas le voile et que le fond de son propos, il le maintenait et qu'il voulait même interdire le voile maintenant à l'université. Il est revenu, hallucinant. Moi, Samir, là, tout à l'heure, tu as commencé à parler et on a vu les larmes qui montaient. On a, je pense tous, Amel, on se sait, tu vois, le soir où on a appris les circonstances de cet assassinat, eu quelque chose dans notre chair qu'on s'explique pas, mais qui est de l'ordre, voilà, d'une violence inouïe, ce qu'on a ressenti, la peine qu'on a ressentie qui ne s'explique pas en tant que musulman ou musulmane. Et je le dis parce que il y a tout un climat qui nous a fait intérioriser cette rage, cette colère et tout depuis des années, tu vois. Moi, étant né dans ce pays, j'ai vu mon grand-père arriver ici, m'expliquer voilà, qu'il avait peur de Jean-Marie Le Pen dans les années 80-90, qui se faisait petit. Puis ma mère, pareillement, dans le milieu du travail, qui se faisait petite aussi. Et on arrive en 2025, à ce moment-là, de bascule, où on a un musulman qui est prosterné, qui apprend visiblement à faire la prière à son assassin et qui prend 50 coups de couteau. Et ce que j'ai vu, moi j'ai fait un rassemblement dans ma ville à Sartrouville avec des mamans et la première chose que les mamans ont dit, c'est pourquoi le maire de la ville en question n'a pas fait de communication, même pas un petit post Facebook. Je le dis parce qu'il y a eu une peine qui s'est exprimée à ce moment-là. Et c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent, en fait, les responsables politiques et médiatiques. C'est qu'il y a au-delà de la peine, il y a une souffrance, il y a une rage, il y a une colère, il y a une servitude aussi qu'on vit dans notre chair depuis qu'on est toutes et tous enfants. Et que quand on fait le procès en communautarisme de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il prend position à des moments, mais allez demander aux mamans justement qui ont pleuré après cet acte, ce qu'elles pensent de Jean-Luc Mélenchon quand il prend telle ou telle position. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça fait du bien à des moments. Et c'est le rôle d'un responsable politique, c'est d'être aussi cette sécurité, même si on n'est pas au pouvoir. Et c'est pour ça que les lâches, là, les lâches qui sont déjà en campagne présidentielle, là, et qui ne sont pas capables d'utiliser le terme islamophobie, tous ces lâches-là, de gauche, sachez qu'on va être sur votre route, parce que cette rage qui s'est exprimée en nous, là, on va pas vous laisser. En fait, vous n'êtes pas capable de prendre position, vous n'êtes pas capable de défendre un groupe social aujourd'hui dominé, qui prend cher au quotidien depuis des années, mais on va jamais, nous, issus de milieux populaires, mais on va jamais vous laisser prendre le pouvoir. Je le dis voilà aux François Ruffin et compères qui sont pas capables de prendre position, qui ont foutent lorsqu'il faut marcher contre l'islamophobie, qui considèrent justement ce racisme structurel comme quelque chose d'aussi anecdotique. À ces gens-là, on va s'en rappeler et on va faire en sorte de se mobiliser pour que vous n'arriviez pas au pouvoir et pour que ceux qui prennent position, nous défendent et ont conscience de la réalité qu'est l'islamophobie, arrivent eux au pouvoir. Voilà. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose de raciste dans... Rappelez-vous toutes ces attaques qui sont menées contre l'AFI en disant c'est pour gagner les voix des quartiers. Alors c'est très raciste d'abord. Hein. Ça veut dire que voilà, c'est une sorte de combine qu'a trouvé Mélenchon, que l'AFI a trouvé pour simplement... c'est l'opportunisme, mais il y a quelque chose d'odieusement raciste derrière cette accusation. Hein. Alors que, rappelons-le, ce serait, et tu as très bien fait de le dire, ce serait à l'honneur de cette gauche de faire ce que normalement toutes les gauches du monde font. C'est-à-dire défendre les opprimés, défendre comment les personnes victimes d'oppression raciste, sociale, de classe, ce que l'on veut. Et rappelons que l'oppression raciste est une oppression contre laquelle, normalement, la gauche française, et c'est à son honneur, s'était constituée, rappelons-nous que c'est avec l'affaire Dreyfus que le terme de gauche apparaît en France, dans ce pays. Hein, c'est avec l'affaire Dreyfus, la création de la Ligue des droits de l'homme, la séparation de l'État, tout cela tout cela est né un peu dans la dénonciation de l'antisémitisme qui sévissait à l'époque et qui était absolument redoutable, hein, dont l'affaire Dreyfus a été un des aspects, il n'y avait pas que ça. Donc aujourd'hui, cette nouvelle affaire Dreyfus, c'est l'islamophobie.
Et on le voit. Et la gauche doit être à la hauteur de ce qu'elle a été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à travers ce combat contre l'islamophobie que la nouvelle gauche va se constituer. Et c'est à l'honneur de la FI d'être la locomotive de cette nouvelle gauche. On voit bien qu'on a besoin d'une nouvelle gauche dans ce pays, hein, pas uniquement par rapport à l'islamophobie, mais par rapport aux violences policières, par rapport à la Palestine, par rapport aux luttes sincères et réelles et sociales. Et sociales, on voit bien, parce qu'on a une gauche complètement démissionnaire, une gauche de répression qui est incarnée principalement par le PS, on va en dire un mot, une fausse gauche. Oui, quand on voit le dirigeant du Parti communiste fustiger Mélenchon à la veille du premier tour, et déclarer que Mélenchon s'adresse aux franges radicalisées d'outre-périphériques. C'est quoi cela? C'est de l'islamophobie. Des quartiers franges radicalisées des quartiers Très périphériques. Bien, des franges radicalisées des quartiers périphériques. Qui ça vise? On voit très bien que ça vise les musulmans, évidemment. Et en plus... un certain monsieur Roussel. Un certain monsieur Roussel. Il a dit en 2022 pour dire que Mélenchon s'adressait à ces gens-là. Il a dit « Ma France à moi, ma France prolétaire à moi, elle parle français ». Elle parle, exactement, on se souvient, ma France à moi, elle parle français. Mais quand on voit une bonne viande, un bon fromage, un bon pinard. Mais après tout, s'il y a des gens qui avaient, tant mieux. Mais ce qui est abject, c'est d'associer cela au fait d'être les vrais Français. Et ça nous rappelle, par exemple, les lois racistes qui ont été faites en Espagne au début du XVIIe siècle. Hein, comment on distinguait les vieux chrétiens des nouveaux chrétiens, etc. Ceux qui avaient été obligés de se convertir au christianisme, les musulmans et les juifs, hein, enfin surtout les musulmans, à l'époque, parce que les juifs avaient été expulsés dès 1492. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un racisme d'État en place. La gauche doit réagir contre ce racisme et gagner ses galons de nouvelle gauche. Sinon, elle ne sert à rien. Et c'est tout à l'honneur de la FI et de Mélenchon de l'avoir compris. Hein, et ça n'est pas par opportunisme, parce que je vais vous dire une chose, aujourd'hui, celui qui prend la défense des musulmans, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à gagner du plan politique. Hein. Donc c'est justement le contraire de l'opportunisme. Parce que l'opportunisme, aujourd'hui, ce serait d'aller dans le sens de l'impérialisme. Hein. Pour l'instant, parce que, comme un certain coureur cycliste nous l'avait dit, la roue tournera. Bon, c'est Ribéry. Non, c'était Virenque. C'était un cycliste vireux, quoi. Il est passé du coup dans un truc un petit peu humoristique. Mais la roue tourne à tourner. Non? Hein? C'était Ribéry. Voilà. C'est ça, oui. Virenque, c'était un assume plein gré. Bon, voilà. Ah, non, mais frère. Dit c'est Ribéry, c'est vrai, c'est Ribéry. La roue tourne, tournera, on le dira. Oui, on ne veut plus d'une gauche qui cède aux sirènes de la parole banalisée, raciste, islamophobe, du Rassemblement national, de la droite républicaine, ce que moi j'appelle la droite décomplexée, avec cette parole décomplexée. D'ailleurs, tu parlais de certaines villes de France où le clientélisme existe. Moi, je voudrais parler de la ville de Meaux, hein, où Monsieur Copé va dans les mosquées. Oui, Monsieur Copé, mais il faut rappeler que ça a été l'un des premiers propagandistes, si je peux utiliser ce terme, de la loi de 2004 sur la laïcité qui a été fourvoyée, l'interdiction du voile. Donc ça, il faut le rappeler parce que les gens ont tendance à oublier les pains au chocolat et celui qui a écrit un livre de la droite décomplexée. Donc il faut le lire, ce livre, parce qu'il y a des dingueries qui se disent. Un idéologue de l'islamophobie. Et d'ailleurs, en plus, il a invité dernièrement Bruno Retailleau au Colisée de Meaux. Nous, on était très surpris parce que que ce soit à Meaux ou ailleurs, dans ces villes tenues par des partis de droite, il y a ce clientélisme qui existe, il y a cette ingérence de la fonction du maire qui fait ingérence dans les mosquées, qui va jusqu'à aller me taxer de qu'est-ce qu'il a dit exactement quand j'ai gagné contre son poulain sarrasin? Il a dit oui, c'est le nom de famille. Parce qu'en fait, j'ai levé les sourcils, j'ai dit, ah ouais, ça tombe mal. Et donc, il a quand même parlé d'un vote communautaire. Et quand je lui ai posé la question à savoir ce que c'était, ce qu'il entendait par là, par vote communautaire, j'avais l'impression qu'il s'adressait à
Jean-Luc Mélenchon, alors que il m'attaquait moi en fait quand il disait ça, alors que les gens se sont reconnus à Meaux, puisque dans les 24 bureaux de vote, où je crois j'ai fait un taux record, un très bon taux. Voilà, et là, ce mec-là, monsieur Jean-François Copé, vient nous dire que moi, j'ai bénéficié d'un vote communautaire. Et là, ces derniers temps, j'ai reçu quelques vidéos de lui allant prêcher dans les mosquées pour dire, surtout, moi, Meaux, je veux que ce soit une ville de paix. Ne vous faites pas avoir avec ces extrémistes de l'extrême gauche, que ce soit de l'extrême gauche ou de l'extrême droite. Alors qu'il est comme ça avec, comment elle s'appelle non, Bruno Retailleau, mais aussi Béatrice Rouleau, qui a fait partie dans les premières années de son cabinet. Donc ça, il faut le rappeler quand même. Oui, tout à fait. Elle bossait avec lui avant. Oui, elle a bossé avec lui avant. Et donc, voilà, toutes ces tentatives de nous discriminer, de me discriminer moi en tant que arabe. Voilà, me présentant aux législatives et peut-être à la mairie de Meaux. Donc, voilà. Le mot, là, à marque. Voilà. Donc, mais c'est bien de rappeler que ces gens contribuent aussi à ce qu'il y ait un silence aussi qui soit organisé, que nos concitoyens, par exemple, mettent le doigt, ne puissent pas. Il y a vraiment un climat de terreur. Par exemple, nous, à Meaux, on le sent bien, les gens sont tétanisés, il y a des caméras de partout, et les gens me disent, mais Amal, nous, on peut pas te parler parce qu'il y a un tel. On est dans un truc de dictature, et tout ce qu'on fait est scruté. Donc voilà, donc c'est extrêmement... Meaux, petit laboratoire du fascisme à venir. Voilà, mais bien rappeler que monsieur Jean-François Copé a été à l'origine, il a fait toute une propagande sur la loi de 2004 sous Raffarin, il me semble, et qu'il a été sur tous les plateaux télé aller parler de cette loi qui serait bénéfique sous prétexte de la laïcité qui a été fourvoyée depuis et qui porte atteinte à la liberté, tout simplement. Bentounsi 2026 peut-être. Attends, on est sur PDH, vous pouvez annoncer votre candidature, Madame Bentounsi. Eh ben, écoutez, c'est pas encore officiel, mais on l'annoncera officiellement le moment venu. Yes. Moi j'ai un petit truc à dire vite fait. En fait, c'est pour rebondir là sur ce que vient de dire Amal sur le clientélisme. Là. Nous, on a lancé une campagne sur l'islamophobie qui s'appelle Génération Espoir, Dignité, Résistance, Génération EDR. EDR. Ah oui. Et Asia. Et là. Et avec donc les organisations qui sont membres, donc il y a Red Jeune, il y a la Jeune Garde, il y a l'Union syndicale lycéenne, un syndicat lycéen, donc il y a les étudiants musulmans de France aussi qui participent. Pourquoi je parle de cette campagne ? Parce que nous, Red Jeune, quand on porte cette campagne en région parisienne, précisément, il y a un truc qu'on met beaucoup en avant, c'est les doubles discours de la droite de la région parisienne. Double discours de la droite francilienne. Donc les Pécresse qui se baladent à droite à gauche et qui va dans des quartiers et qui se fait accueillir bras dessus bras dessous par des maires de droite, élus donc dans des villes de banlieue où il y a beaucoup de quartiers. Pourquoi je pointe ça du doigt ? Parce que si ça c'est possible, c'est parce qu'il y a des teutrés. Il y a des teutrés dans nos quartiers. Voilà. Non, mais il y a des teutrés, on les connaît, qui se font payer, qui montent des assos et qui se font payer grassement par des mairies. Et mangent le khobz, tu vois. Et qui partent en vacances avec cet argent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que très concrètement, là, à tous les petits frères et sœurs qui nous regardent, vous faites pas avoir. Vous ne faites pas avoir là par les maires qui envoient un adjoint le jour de l'Aïd vite fait prendre la parole. Le maire il vient pas, mais il envoie un adjoint. Ou des fois c'est le maire qui vient. Mais par contre le maire nationalement il soutient celui qui dit abat le voile. Donc vraiment comprenez ça. Et je le dis à tous les petits frères et sœurs. Comprenez ça. Si un jour on arrive avec le Rassemblement national au pouvoir et des gens qui font une législation sur le voile dans l'espace public, ça aura été grâce au soutien de ces maires-là qui ont promis des vacances à Ibiza, à Vaugran. Et voilà, je le dis très sincèrement, il faut le comprendre ça. Il faut le comprendre. Et en 2028, va y avoir une élection qui est l'élection régionale et qui est fondamentale. Valérie Pécresse, elle est déjà en campagne, elle fait le tour des villes de banlieue parisienne. Elle se prépare, elle est accueillie partout. Moi, je lance un truc, voilà, l'exclusivité sur Parole d'honneur.
quand Valérie Pécresse vient dans votre ville, envoyez un DM sur Génération EDR sur Instagram. On organise une petite action déclarée en préfecture 3 jours avant, histoire de montrer qu'on n'est pas d'accord avec Valérie Pécresse qui... casserolade. Valérie Pécresse qui, je le dis rapidement quand même, hein, pour faire un petit mot, Valérie Pécresse qui a créé une clause anti-ghetto. Il faut savoir que Valérie Pécresse a mis en place une clause anti-ghetto. Donc, elle ne veut pas de construction de logements sociaux dans les villes où il y a déjà 30% de logements sociaux, pas plus de construction, parce qu'elle veut lutter contre l'islamisme. Donc, sa raison... Sa justification, c'est lutter contre l'islamisme. Donc, logements sociaux égale islam. Quand on dit anti-ghetto, il faut comprendre anti-population des ghettos. Hein, parce que tout le monde est d'accord pour résorber des ghettos. On n'aime pas les ghettos. Mais là, c'est anti-population des ghettos. Et ça, c'est le problème. Mais juste, il y a une info qui va peut-être échapper. Vous avez vu l'émission où il y a Zemmour qui à propos déclare que si Aboubacar Cissé, que s'il avait été expulsé, il sera encore vivant. Mais c'est incroyable. Il dit ça et il n'y a aucune réaction apparemment. Mais c'est incroyable. Non, mais vous vous rendez compte? Elle est banalisée. Vous vous rendez compte? Retailleau lui-même a dit que c'est parce qu'il était en situation irrégulière administrativement qu'ils avaient eu du mal à retrouver sa famille et que c'est pour ça qu'il avait mis du temps à réagir. C'est quand même dégueulasse, c'est abject. Oui, bien sûr, s'il s'agissait d'expulser, ils ont eu du mal à le retrouver à cause de cela. Non, mais avec les prétendus OQTF qui balancent sans arrêt. Non, mais c'est indigne. Mais c'est indigne. Et puis avec une certaine complaisance, enfin même plus qu'une certaine, une grande complaisance médiatique. C'est-à-dire que cette parole-là, parce que c'était pas sur CNews, hein, sauf erreur de ma part. C'était pas du voilà. Et sans pas, voilà, sur BFM. Mais bon, en tout cas, je veux dire, quand tu vois qu'ils reçoivent Zemmour, Knafo, etc., qui, je veux dire, d'un point de vue électoral, représentent quand même assez peu de choses. On voit la présence médiatique qu'ils ont. C'est assez hallucinant. Voilà, alors on va finir là-dessus, mais vous restez avec nous puisqu'on va parler d'un autre sujet que voilà, on est ensemble là-dessus. On va remettre peut-être le visuel du 11 mai. Donc à Paris, ce sera République à 14h. Voilà. Et partout dans le France, si vous avez envie de vous organiser, faites-le. Hein, c'est libre. Alors, on voulait aussi parler d'une autre mobilisation qui va arriver. Cette fois-ci, c'est un grand appel qui a été lancé, donc aujourd'hui, faire bloc, faire peuple. Olivier, tu peux envoyer les trucs aussi. Alors, c'est une mobilisation qui arrive et qui s'inscrit dans quelque chose que vous connaissez peut-être déjà. Il y a eu le meeting Que faire. Donc ça, c'était pendant les élections législatives, après, avec tout un front qu'on voit ici. Oui, il y a le NPA, il y a l'UJFP, il y avait les soulèvements de la terre, il y avait en fait l'antiracisme politique plus le mouvement social. On avait fait un grand meeting, il y avait Besancenot, il y avait Lordon, il y avait qui d'autre? Il y avait l'imam Aoussat. Je suis un peu monomaniaque. Non, mais tu as raison, parce que c'était une réunion justement des forces antiracistes politiques, plus du mouvement social. Dans le cadre de la répression contre la Palestine. Voilà, force à lui. On passe le salam et puis on est aussi avec lui. Donc il y a eu ça. Et puis quelques semaines après, il y a eu un week-end, les bourgs et les tours, chiche. Hein, Yacine, tu étais là. Amal, tu étais là aussi. On était tous là, en fait. On était tous là. Et oui, c'est effectivement, et F de Souche finalement était devant son écran aussi, hein, puisque voilà, ils ont pas mal parlé de ce petit week-end. Donc l'idée, c'était aussi de faire cette alliance entre les classes populaires blanches et non blanches, en reprenant un petit peu rêver ensemble, et en reprenant cette petite formule de Ruffin, hein, les tours et les bourgs, sauf que notre idée, c'est plutôt de construire une force qui ne jette pas sous le bus l'antiracisme, mais qui au contraire unit les différentes classes populaires. Nous n'avons rien à voir avec Ruffin. Voilà. Oui, mais c'était une façon de prendre au mot. Façon un peu ironique aussi de lui dire, nous, c'est un vrai chiche, c'est pas un faux chiche. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a une suite, il y a un appel qui est sorti. Donc appel qui dit « De nos quartiers à nos campagnes, faisons front ensemble. Le 16 novembre 2025, faisons bloc partout en France, faisons peuple contre la guerre et l'état de guerre. Rejoignez le mouvement. » Alors pourquoi cette date du 16 novembre a été choisie à votre avis? Pourquoi? Elle est symbolique. Elle est identique au même moment à celle des Gilets jaunes et de la révolte des banlieues
en 2005. Voilà. Ce sera les 7 ans des Gilets jaunes. D'ailleurs, j'ai appelé à faire des émeutes des banlieues. Et à faire peuple. Ah, t'es encore dans ce coup-là, toi? Ah bah oui. Que dans les bons coups. Mais oui, en fait. Donc, dans tous les bons coups. Donc les Gilets jaunes et les émeutes, les révoltes, appelez ça comme vous voulez, on s'en fiche un peu. Voilà, les révoltes, si vous voulez, de 2004. De grands moments. 2005, pardon. De grands moments historiques de révolte des classes populaires, qu'elles soient blanches ou non blanches. Donc ce jour a été choisi. Et donc il y a un appel partout en France. L'idée, c'est que ce jour-là, eh bien, se soit construit tout un réseau qui fait que en France, des gens vont se mobiliser, manifestations, rassemblements, sur cette base-là. Conférences, concerts, barbecue, ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a une force politique qui veut se construire, qui est en train de se construire. C'est pas uniquement la construction d'une force politique dans l'abstraction comme ça. C'est aussi une force politique contre le fascisme montant. C'est très précis. C'est pas une nouvelle façon de paraître dans la rue, de faire du boss. Non, il y a un véritable danger dans ce pays. Ce danger, on le voit bien, on le dit, on en parlait tout à l'heure avec Omar, dans ce processus de fascisation que connaît ce pays, eh bien, il est évident qu'il est absolument important d'endiguer ce flot de fascisation qui risque de nous submerger tous. Et c'est très important de prendre ça en compte. Trop souvent, on réagit au coup par coup. Il y a tel acte qui est commis, il y a tel autre, alors on va réagir, il y a une manifestation. Mais il est important maintenant d'apporter une réponse globale. On n'a pas le choix. En liaison avec des forces politiques réellement de gauche, évidemment, réellement de gauche. Il y a quand même des gens qui sont réellement de gauche. Et je crois que... PS. Alors déjà, on sait très bien que le PS ne sera pas là. Et d'ailleurs, voilà, il ne représente plus rien et on l'espère de moins en moins. Non seulement il a failli à tout point de vue, mais le PS devient une force d'obstruction aujourd'hui. C'est pas simplement qu'il n'a pas fait, c'est qu'aujourd'hui, le PS devient le problème. Et il y a longtemps qu'il ne fait plus partie de la solution. C'est indispensable de le dire. Alors le 22 mars, moi j'avais lancé l'appel sur le camion de la LFI. L'appel à cette mobilisation, à faire front, à faire peuple, donc en rappelant la date du 16 avril. Et je vous invite à aller regarder du 16 novembre. Je vous invite à aller regarder sur ma page Instagram, Amal Bentounsi, Amal A-M-A-L. Donc l'appel que j'ai diffusé en direct. Mais bon, c'est vrai qu'on est avant-gardiste, donc du coup on anticipe les choses. Et donc voilà, comme on a anticipé pas mal de choses, pas mal d'événements, et c'est très bien parce qu'il ne faut pas réagir uniquement à l'émotion, à des actes de violence, mais se préparer. Voilà. Toi aussi, tu es de la partie, toi aussi. Ouais, je suis de la partie. De toute façon, je suis un duo maintenant. Oui, c'est ça, vous êtes. C'est vrai, vous êtes. Maintenant, ça y est. Inséparable. C'est Tata, ça y est. Oui, bien sûr, je suis de la partie. Et je pense que d'ailleurs, il faut absolument qu'on arrive après le 11 mai à construire aussi un récit qui va vers ça. Le 11 mai, c'est la dignité justement de toutes celles et ceux qui subissent le racisme au quotidien et qui subissent aussi les oppressions sociales. Parce que c'est nous aussi les classes populaires. Et c'est les classes populaires non blanches. Et donc, il faut qu'on arrive à construire un récit. Donc, c'est pour ça que le 11 mai doit être aussi une étape vers ça. C'est pour ça que c'est une manifestation donc, contre l'islamophobie, mais à laquelle doit participer justement pour Aboubacar Cissé, bien sûr pour Aboubacar Cissé en premier lieu, mais qui doit nécessairement marquer aussi une union nationale, parce que Aboubacar Cissé a été l'assassinat d'Aboubacar Cissé a été justement une fracture dans la cohésion du peuple français, a témoigné de cette fracture-là. Et il est nécessaire justement qu'après ce 11 mai, on arrive à se réunir et à essayer de construire justement, rebâtir ce qui est détruit depuis des années pour justement le 16 novembre. Si vous me permettez, je ne sais pas si on a terminé ou pas, mais on est dans les prémices de quelque chose qui ne sent pas bon, comme en 1930. On est en plein dedans. Donc moi, j'ai tendance à dire, les musulmans d'aujourd'hui, si on n'y prend pas garde, les musulmans d'aujourd'hui deviendront les juifs d'hier.
Écoutez bien cette phrase, parce que là, on est vraiment dans les prémices de quelque chose qui ne sent pas bon. Et ne pas prendre cette phrase à la légère, parce que quand on a déporté les Juifs, ils étaient très peu les gens à réagir à ce moment-là. Donc, on est dans un renouvellement de l'histoire, donc on doit y prendre garde, même si certains pourraient me dire qu'on ne pourrait pas comparer, mais on est dans les prémices de quelque chose qui ne sent pas bon et d'un projet politique. On enchaîne.